Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africable Télévision. Merci pour votre fidélité. Les FIA AEM, le Forum international des anciens de l'AEM, se tient à Bamako les 25, 26, 27 octobre 2019 au CICB. C'est l'occasion pour nous, Mesdames, Messieurs, de revenir sur les 30 ans de cette organisation à travers ce qu'en pensent quelques leaders appartenant à différentes générations du mouvement. L'AIM d'hier et d'aujourd'hui avec M. Ibrahima Tamega, président du mouvement citoyen Face aux Deux, manager en communication interculturelle et en communication immédiate, ancien de l'AIM de 1996 à 2001. M. Tamega, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Robert Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Notre second invité est M. Moulibokan Fofana, chef du bureau et budget à Mali Météo, ancien de l'AM de 1991 à 2001. Il fut mon propre secrétaire général. Monsieur Fofana, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Merci vraiment à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour vous. Merci beaucoup. Notre troisième invité est M. Nouhoum Togo, ancien chargé de communication du ministère de la Défense, conseiller en communication du chef de file de l'opposition, ancien de l'AM de 1990 à 1995. Monsieur Togo, bonsoir et bienvenue. Merci vraiment à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et notre quatrième invité est Dr Modibo Soumaré, promoteur de la clinique Défi Santé, ancien de l'AIM de 1990 à 1994. Dr Soumaré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Dissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous de vous Merci vraiment. Monsieur Tamega, du 25 au 27 octobre, ça a déjà commencé aujourd'hui, les filles à AIM. Forum international des anciens de l'AM. Pourquoi un tel forum? Merci Robert Dissa. Hier, nous étions des syndicalistes. Hier, nous militions pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des élèves étudiants du Mali, pour une école performante. Hier, nous militons pour permettre à nos parents d'avoir des enfants qui vont à l'école dans des conditions les meilleures. C'est quelques années après, aujourd'hui nous sommes plus leaders de l'AIM, nous sommes comme c'est intitulé des anciens de l'AIM, qui après avoir obtenu des diplômes, évoluent aujourd'hui au Mali comme à l'extérieur dans différents domaines, au niveau de toutes les sphères de la République. Les anciens de l'AIM, c'est des cadres. Les anciens de l'AIM, c'est des grands médecins. Les anciens de l'AIM, c'est des hauts gradés de l'armée, c'est des opérateurs économiques, c'est des hommes de médias, de la culture, c'est des historiens, pour ne citer que ces profils parmi tant d'autres, des profils riches. C'est aujourd'hui, pour nous, une manière, en organisant cet événement FIA AIM, d'apporter notre contribution à la construction de l'édifice en tant que des anciens qui aujourd'hui évoluent dans la vie active. Nous sommes conscients de la diversité si riche de nos profils et nous pensons qu'en nous retrouvant, nous pouvons apporter quelque chose dans ce pays, surtout au regard de la situation actuelle du Mali. Dans différents domaines, nous pouvons apporter notre expertise. C'est partant de ce constat, conscient de notre amour pour la patrie, la fibre patriotique qu'il y a en nous depuis quand nous étions militants, qui est restée en nous. Nous sommes dit, il est temps qu'on se retrouve, il est temps qu'on crée un cadre de retrouvailles, de solidarité entre nous, nous permettant de réfléchir ensemble en dépassant les différences, d'ailleurs faire de certaines différences nos forces pour regarder l'avenir ensemble, le Mali. Le FIA AIM se veut comme un événement inclusif, fédérateur de tous les anciens de l'AIM, toutes générations confondues de 1990 à nos jours, pour discuter de 3 thèmes qui nous permettront, sur les 3 jours, de bien échanger entre nous et surtout, au sortir de ce forum, faire des propositions concrètes
pour les autorités au regard des thèmes qu'on a choisis. Effectivement, nous avons quand même ces trois thèmes sous les yeux ici. Rôle et implication de l'AEM dans l'avènement de la démocratie au Mali, bonne gouvernance, crise multidimensionnelle au Mali, analyse critique et proposition de solutions pour une sortie de crise, état des lieux de l'école malienne de 1990 à nos jours. Mais une dernière question sur le FIA-AEM, toujours M. Tamega. En quoi ce forum est-il international? Pourquoi pas forum national? En quoi il est international? Ce forum est international dans la mesure où les anciens de l'AEM, comme je disais, évoluent au niveau de toutes les sphères de la République, mais pas seulement au niveau de la République sur le plan national. Les anciens de l'AEM évoluent aussi professionnellement au niveau de la diaspora, à l'étranger. C'est des cadres aussi, souvent, dans certains pays. C'est des opérateurs économiques dans certains pays. Donc nous sommes en lien. C'est un réseau, c'est une grande famille qu'on veut consolider. Et ce forum réunit justement les anciens de l'AEM qui habitent aussi en France, aux États-Unis, dans d'autres pays européens ou en Afrique ou en Asie, qui pour certains ont fait le déplacement et participent activement non seulement à la construction de cet événement, de ces cadres de retrouvailles et de réflexion, mais aussi à la mise en œuvre sur les 3 jours. Donc le forum réunit sur les 3 jours les anciens de l'AEM de l'intérieur et les anciens de l'AEM de l'extérieur du pays. C'est une grande famille, Robert Dissa. D'accord. Merci, M. Tamega. Docteur Soumaré, nous allons maintenant parler de l'AEM d'hier et de l'AEM d'aujourd'hui. Alors, parlons de l'AEM d'hier et celle d'aujourd'hui. Alors, est-ce que l'AEM au début est-elle exactement la même AEM que celle que nous connaissons aujourd'hui, selon vous? Oui ou non? Pourquoi? Je vous remercie. En fait, évidemment, avec le temps, les choses changent. Et l'AEM, au départ, c'était les risques. L'AEM, au départ, c'était l'envie de servir ses camarades. L'AEM, au départ, c'était chercher à améliorer les conditions d'études des élèves étudiants. Je vous rappelle que moi, j'étais à l'école de médecine et la bourse, c'était 15 000 francs. Donc, il est évident, à l'époque, je prends des exemples, nous, on ne faisait pas 3 mois sans voir un de nos camarades surmené. Les études étaient dures, il n'y avait pas à manger et on était sur la colline. Il y avait d'autres à l'hyper de Katibou, il y a d'autres qui étaient sur la ville de Bamako. Donc, il est évident que c'était des gens qui croyaient à quelque chose, qui ne venaient pas chercher de l'argent dans la vie associative, mais qui croyaient à quelque chose, qui pensaient qu'en nous mettant ensemble, on pouvait changer nos conditions de vie en revendiquant nos droits. Des meilleures conditions de vie et d'études, mais aussi des meilleurs professeurs, plus de classes, plus de matériel didactique pour les jeunes. Il est évident qu'à l'époque, il fallait aussi accepter de faire les sacrifices, de prendre les risques de se faire arrêter et peut-être même de se faire tuer. Évidemment, les droits sont acquis aujourd'hui. L'AEM d'aujourd'hui est l'héritière des résultats et des combats que nous avons menés. Aujourd'hui, les images qu'on voit des étudiants s'agressant, des étudiants avec des couteaux, évidemment, c'est une sorte de crève-cœur pour nous. Donc, quelque chose a changé, mais c'est quelque chose qui a changé, on peut l'améliorer. On peut l'améliorer si l'État prend ses responsabilités. Parce que l'école doit être un sanctuaire. Et on ne peut pas avoir des jeunes étudiants qui doivent venir avec des fusils ou des couteaux dans l'enceinte scolaire. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui existent. Chacun doit jouer son rôle et en bonne et due place. Donc je pense que la lutte doit continuer parce que les conditions de vie doivent continuer. L'école a changé. L'école privée a pris la place et avec ce que ça comporte comme difficulté d'accès aux études de qualité. Et nous, notre objectif premier, c'était d'améliorer les conditions de vie, mais que l'enseignement soit accessible à tous les fils de ce pays. Voilà. Vous êtes
homme politique, vous êtes très engagé sur le terrain politique, vous êtes chef de parti politique. Absolument. Et quel est déjà le nom de votre parti politique? L'Union des Patriotes pour la République, URP. Et notre devise, c'est travailler pour réussir. Travailler pour réussir. D'accord. Monsieur Togo aussi est sur le terrain politique, Monsieur Tamega est sur le terrain associatif. Tous les trois, vous êtes en tout cas restés dans le mouvement, sauf notre secrétaire général quand même des années 90, Monsieur Fofana. Alors, il fut un temps où on parlait de vous partout, partout au niveau de la presse, tout le monde dit Van. Et soudain, silence radio. Que s'est-il passé durant tous ces temps? En tout cas, depuis 2002 déjà, c'est fini là. Vous êtes où? Que faites-vous? Pourquoi vous n'êtes pas sur le terrain associatif ou politique comme les trois autres? Je vous remercie bien, M. Dissa. Ça m'a fait plaisir que vous me posiez cette question. En fait, j'avais une mission. Je m'étais donné une mission de génération. C'était d'être utile pour ma génération, d'être sensible à tout ce qui est autour de moi au niveau de l'école. Maintenant, après l'école, j'ai eu un temps où j'ai pensé que la meilleure façon de continuer à ce combat-là, c'était de me former. De me former davantage à la hauteur de mon ambition pour mon pays. Ce qui a fait que, après l'association des élèves et étudiants du Mali, je me suis concentré sur ma formation pour servir mon pays autrement. Et le fait que je ne suis pas dans un parti politique ne veut pas dire que je ne suis pas, je ne suis pas en train de jouer mon rôle dans la société. La formation de la conscience sociale est un credo pour moi. Je suis le deuxième vice-président d'une association qu'on appelle Arc Mali, Impact contre l'indifférence. Donc je suis membre fondateur de ça. Et nous souhaitons avoir la bonne matière au Mali. Pour avoir la bonne matière, il y a d'autres qui ont choisi de faire la politique. À travers dans les partis politiques, animer le jeu politique. Il y a d'autres qui ont décidé de faire la vie associative, de s'occuper du citoyen. Parce que c'est le citoyen qui doit être formé pour être un bon produit politique afin de pouvoir poser des actes conséquents. Et je suis dans ces domaines-là actuellement. Dr Soumaré disait tout de suite que l'AEM au départ c'était vraiment prendre des risques, avoir l'envie de servir ses camarades. Est-ce que telle est votre conception de l'AEM au début et quelle est la différence entre l'AEM à ses débuts et l'AEM d'aujourd'hui selon vous? Merci beaucoup. Ce qui fait la différence aujourd'hui entre l'AEM d'hier et l'AEM d'aujourd'hui, ça se repose sur beaucoup de facteurs, beaucoup d'aspects. Pour moi, le premier aspect, c'est quoi? Si il est vrai que toute école est fille de sa société, l'évolution sociale d'un pays amène et répercute forcément sur les animateurs de cette société-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de 28 ans maintenant, ce que nous avons laissé comme association des élèves étudiants du Mali, et aujourd'hui nous sommes des anciens des élèves étudiants du Mali, nous avons pensé que nous sommes à un moment où il faut se poser un peu, soit-il, pour tout ce que l'école nous a donné, pour tout ce que cette association nous a donné, la ferveur, la volonté de se battre pour être utile pour soi-même et les autres. Nous nous sommes dit qu'aujourd'hui nous méritons, notre association, l'espace scolaire, le monde scolaire mérite aujourd'hui une réflexion, une évaluation et des perspectives. Et c'est justement dans ce cadre-là que vous avez attendu tout récemment qu'à partir d'aujourd'hui nous sommes à un forum. Le forum, c'est le lieu de débattre tous les mots de la société, mais plus particulièrement de l'école, parce que c'est de l'école d'où nous venons, et c'est de cette école-là qu'à chaque fois quand on voit à la maison, nous sommes devenus des parents d'élèves. Quand on amène nos enfants à l'école aujourd'hui, très souvent on a peur. On a peur, est-ce qu'on va revenir trouver que les enfants n'ont pas été crevés de violence ou autre chose. Donc c'est quelque chose qui nous empêche très souvent d'amener. Ceci dit, qu'est-ce qui a changé? Le changement est dans beaucoup de facteurs. D'abord, comme je vous ai dit, chaque école est fille de sa société. Quand on dit l'école a changé, l'espace scolaire a changé, les gens ont tendance à stigmatiser les étudiants seulement, les élèves seulement. Or, en réalité, ils ne sont pas les seuls animateurs, ils ne sont pas les seuls acteurs de l'école. Il y a l'enseignant, il y a les parents d'élèves qui doivent jouer son rôle à la maison, il y a l'étudiant, l'élève lui-même qui doit jouer son rôle. Toutes ces qualités, nous suivons malheureusement
une spirale de régression à ce niveau-là. Et une situation de déresponsabilisation à ce niveau-là. Et tout le monde se lève et on jette l'anathème sur les jeunes. Or, les jeunes là, ils ont besoin que des gens les forment pour être un bon produit. C'est pourquoi moi je dis aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de l'école, à notre temps, nous on avait des enseignants très bien formés, mon frère. On avait des enseignants très souciés de la patrie. On avait des enseignants qui suivaient les élèves gratuitement de façon bénévole jusque chez eux. Et quand tu étais parmi les meilleurs, tu étais promis à être soit de l'UNESCO, soit de l'AIM plus tard, parce que tu représentais une référence, un guide pour ta génération. Et à ce moment, les dirigeants de l'AIM, on était en majeure partie des meilleurs de nos classes. Et nous respections aussi ce qu'on appelle le statut règlement intérieur. Cela est dû même de la façon dont l'AIM même est né. Vous voyez, l'AIM, les étudiants seuls n'ont pas été accompagnés par beaucoup d'autres personnes pour aider l'AIM à respecter, à être mûr dans ces démarches. Aujourd'hui, force est de reconnaître que il y a des questionnements au niveau de nos parents, leur rôle par rapport à leur assistance pour les enfants. Tu sors le matin, tu viens jusqu'à 20h, tu n'as pas juste le temps de voir ton enfant, s'il dort ou s'il ne dort pas. Aujourd'hui, le rôle des parents est devenu uniquement maintenant de prendre en charge matériellement les enfants, mais pas les assister comme nous, nos parents avaient besoin. Exactement. Physiquement, exactement. personnellement. Maintenant, les enseignants à leur tour aussi. Excuse-moi bien, les enseignants à leur tour aussi. Nous, on avait des enseignants qui avaient l'amour de l'enseignement, qui avaient le souci d'avoir la conscience professionnelle. Et je ne dis pas aujourd'hui que cela a changé, mais il est très important que nous puissions beaucoup nous accentuer sur ça. Parce qu'un bon enseignant forme toujours un bon élève. D'accord. Merci. Merci à M. Fofana. Monsieur Togo, M. Fofana nous parlait tout de suite des enseignants sociaux. Alors, je me rappelle personnellement, lors d'une de nos sorties, il était passé devant notre classe pour nous faire sortir. Et notre professeur de philosophie, ce jour-là, lui a exigé une garantie que nous puissions sortir sans que personne ne soit victime des jets de pierres et tout. Et le prof ce jour-là s'est mis au beau milieu et nous a dit que tout homme est au juste milieu. Il a dit, Monsieur Fofana, est-ce que nous pouvons sortir en toute sécurité, etc., etc. Mais en fait, l'AIM, c'est aussi ça, c'est beaucoup d'anecdotes, c'est beaucoup d'histoires. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote sur votre propre vécu de militant AIM? Alors, toute anecdote qui résume votre idée de l'AIM, de ce que doit être ce grand mouvement estudiantin. Merci beaucoup. D'abord, permettez-moi, à votre nom et au nom de tout le monde, de rendre hommage à tous ceux qui sont tombés le 26 mars 1991. Des hommes et des femmes, des enfants, sortis pour revendiquer leurs droits, pour le bien-être, pour l'école, pour la formation, pour l'enseignement de qualité, pour des bibliothèques, pour des livres, ont été sauvagement assassinés. Alors, rendons grâce à Dieu. C'est grâce à leur combat, à leur sacrifice que nous sommes là aujourd'hui, qui nous a donné l'opportunité d'ouvrir des radios, des télés, pour qu'on parle de démocratie aujourd'hui. Qu'ils soient remerciés, et leurs parents, et d'autres continuent avec les séquelles jusqu'à présent. Effectivement, l'anecdote peut-être que je vais vous raconter ce soir, c'est... Si vous vous souvenez, le comité directeur m'a chargé d'aller rencontrer le tout-puissant Ibrahim Boubacar Keïta à la primature. Il était Premier ministre. Avec Alassane, nous sommes en 94, Safiatou, l'honorable Safiatou Traoré. Donc j'étais chef, je devrais diriger l'équipe pour aller discuter avec lui sur certains principes. Pour nous, dès le départ, on était très clair qu'il a été nommé par le président de la République. La différence, c'est que nous sommes des élus, c'est-à-dire de l'association des élèves et étudiants depuis la base. C'est-à-dire qu'on a une vision de légitimité. Or, lui, c'est par un simple décret de la vision d'un homme politique qu'on l'a mis là-bas. Alors, pour nous, cette vision et cette façon de gérer et la légitimité qu'on avait du combat politique mené, lui, on ne l'a pas rencontré dans ce combat. Pour nous, c'était très clair, les revendications des élèves et étudiants que nous allons échanger avec lui ce jour-là. On devait avoir clairement des réponses claires.
nous a fait attendre dans sa salle de réunion. Il a pris le temps. 30 minutes plus tard, il est revenu. J'ai dit aux camarades, je pense que le Premier ministre ne peut pas respecter les gens. Nous aussi, nous n'avons plus le temps, on ne peut plus l'écouter. Rentré dans la salle, nous avons dit aux 3 camarades, sortons. On n'a rien à lui dire. Maintenant, comme c'est Alpha connaît notre valeur, nous allons échanger avec Alpha. Et donc il est disqualifié. Il est venu s'arrêter. Non, non, je suis le Premier ministre. Je suis le Premier ministre. Nous avons dit, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous êtes Premier ministre, oui. Mais vous êtes Premier ministre de Alpha Omar Konaré. Vous n'êtes pas notre Premier ministre. Parce que pour nous, nous pensons que le respect en 91, vous n'étiez pas là. Donc on a pris tous nos documents, nous sommes partis pour rendre compte au comité directeur de ce jour. Donc je pense que nous avons ouvert les hostilités. Et finalement, vous savez ce qui s'est passé après tout ça. Et l'AIM d'aujourd'hui, peut-elle avoir des comportements comme ça? Non, parce que d'abord, en termes d'organisation, nous avons toujours su s'organiser avec peu de moyens. Il n'y avait pas de téléphone. Vous avez vu à Ségou comment vous coordonnez. En même temps, c'est qu'on n'était pas intéressé par l'argent. On voulait se battre. Tous ceux qui ont accepté de rentrer dans l'AIM, c'est les problèmes qui nous ont poussés de rentrer dans l'AIM. Moi, nous venant tout juste de Bankas. Dans des situations difficiles, il fallait marcher des kilomètres pour aller à l'école. S'il y avait l'opportunité pour moi donc, de rentrer dans un mouvement qui pouvait me donner un peu donc, les moyens d'étudier, et il fallait avoir des livres, il fallait donc créer les conditions pour étudier, j'ai profité de l'occasion pour rentrer là-dedans. Même si les parents n'étaient pas d'accord, la majorité de tous ceux qui ont accepté de rentrer dans l'AIM, en 91, les parents n'étaient pas d'accord. Mais nous avons dit, Moussa Traoré, comme avec l'INEM, ils ont pu, parce qu'on a travaillé sur ça, donc on a dit, c'est lui qui a tué donc Cabral, parce qu'il voulait revendiquer les revendications matérielles et morales des élèves étudiants. Et dans notre vision, c'est que Moussa était contre le savoir, c'est un militaire. Et que Moussa n'a jamais respecté les enseignants. Nous avons vu nos enseignants dans quelles conditions ils nous enseignaient à l'intérieur du Mali. Du champ à l'école du champ, du jardin. Donc c'est ce qui s'est passé, la réalisation. Dans ces conditions, c'est que c'était très difficile. Alors pour nous, il était temps de régler ce problème. Soit il règle nos problèmes, soit on règle son problème. Finalement, c'était terre à terre. Alors finalement, nous avons travaillé dans ces conditions pour faire en sorte d'imposer une vision. En prenant en compte d'abord l'organisation même de l'AIM. Il y avait l'Assemblée, il y avait un comité directeur, et on prenait la décision de façon organisée. Ça veut dire que quelqu'un ne pouvait pas imposer. Collégialement, on travaillait ensemble pour coordonner tout ce qu'on faisait. Alors donc, dans cette logique, nous avons pu drainer beaucoup d'hommes et femmes, et en même temps appuyés par nos enseignants. Je l'ai dit à qui veut l'entendre, nos anciens étaient nos conseillers parce que les anciens qu'on avait étaient nos parents, qui avaient, comme tu l'as dit, l'amour de l'école, qui en son temps, on avait peur de nos anciens plus que nos papas et nos mamans. Alors donc, la somme de tout ça nous a poussés et nous ont guidés donc, à aller dans ce combat-là. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, la situation est un peu très difficile. Mais je pense que la responsabilité des uns et des autres aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Je l'ai dit et nous avons dit ce matin, si un gouvernement n'arrive pas à sécuriser les espaces scolaires, l'école, et ce gouvernement veut sécuriser le peuple malien à travers le centre, le nord, ça posera problème. L'école, l'espace de l'école. Donc il faut faire en sorte que le gouvernement, à travers tout ce qui se passe, tous les moyens qu'ils ont de sécuriser, ça les appartient, c'est à eux de sécuriser. Mais nos enfants doivent comprendre aussi, c'est seul le savoir, c'est seul avec l'école qu'on peut développer le pays. J'ai pris le cas, si nous prenons le cas de la Chine, ils n'ont pas fait d'autre chose. Hein. La Libye, ils n'ont pas fait d'autre chose. Les enfants qui étaient intelligents, superbement intelligents, ils ont créé les conditions pour les donner des bourses. Ils ont créé en eux quelque chose qui pouvait donc faire en sorte de propulser leur savoir, de créer les conditions pour l'ensemble des systèmes. Le résultat de tout ce qui s'est passé, c'est ce que la Chine a exploité, c'est ce que
les Libyens ont exploité pour créer les conditions pour le développement. D'accord. Merci M. Togo. Docteur Soumaré, une anecdote qui résume votre idée de l'AIM idéal selon vous. C'est le sacrifice. L'anecdote que je peux raconter, c'est que quand ça a chauffé en 1994 et que moi et Dr Moussa Baladjakité on passait toutes les nuits à prendre Zarawana d'un point A à aller le cacher dans un point B. Une fois, j'ai appelé un ami, on est parti chez lui à la Fiagourou, j'ai dit bon, je suis rentré dans la famille, j'ai dit bon, on a un de nos camarades que je vais venir me cacher chez vous juste pour une nuit. Il a dit d'accord, mais il n'y a pas de problème. Il dit non mais tu viens d'abord, je vais te montrer la personne, ensuite tu vas lui dire où il va loger. Quand il est venu dans la voiture, la vie Zarawana a dit ah non, Soumaré, il traîne tout ça encore. Donc pour dire que voilà, parce que j'ai connu tout le monde va dire qu'il est là et puis on va avoir des problèmes. Donc c'est des situations comme ça. Donc pour dire que c'était pas donné, c'était de la détermination. Et tous les soirs on faisait ça. Un moment il en a eu marre. Il est sorti dans la journée, on l'a pris. Oui, tout à fait. Voilà. Et cette AIM, est-ce qu'elle peut être des retours sur la scène des leaders de l'AIM, de la taille des Arawana, de la taille de Togo, de vous, de Tamega? Est-ce que cette AIM peut revenir? Évidemment. Vous savez, d'abord, il faut qu'on comprenne les meilleurs. C'est-à-dire, il ne faut pas comprendre juste ceux qui exercent le pouvoir par les muscles. Il faut comprendre ceux qui sont déterminés, ceux qui sont intelligents, ceux qui sont exemplaires. Aujourd'hui, le problème dans notre pays, ce n'est pas seulement même au niveau de l'AIM. Je pense qu'il y a un problème d'exemplarité des leaders et des dirigeants dans ces pays. Aujourd'hui, quand on veut se mettre devant les gens, il faut vraiment comprendre que tu dois te former et être déterminé et être exemplaire. Si cela se fait, si on met ceux qui sont exemplaires devant, on peut améliorer tout ce qui se passe. On peut gagner par les intelligences plus que par la violence. D'accord. Merci, docteur Soumaré. Monsieur Tamega, votre anecdote à vous. Vous êtes le plus jeune quand même autour de cette table-là. Avec vous, on est vers les années 2000. Nous, on s'était déjà fait bien chicoter à Ségou dans les années 94-95. Au bord du fleuve, on nous a bien tabassé. Et vous, en 2000, ici à Bamako, c'était comment? Quelle anecdote vous pouvez nous raconter? Ça parle de cette jeunesse-là, mais aussi à la fois de la notion de courage et de détermination que mon aîné Soumaré a dit. Je venais d'arriver au lycée technique, donc en 10e année. Déjà, j'étais fasciné par le pouvoir d'expression de mon secrétaire général au niveau de l'école fondamentale, Massiré Sako, Mas. J'étais fasciné quand j'étais à l'école fondamentale. En arrivant au lycée technique, j'ai eu subitement envie de servir l'AIM. Et j'étais en 10e. Et c'était à l'approche des élections, de renouvellement du bureau du comité AIM. J'ai décidé de me présenter. Et pour faire parler de ma candidature, j'ai pris des feuilles A4 comme ça, avec un feutre. J'ai écrit dessus le A. Je l'ai affiché partout, dans les salles de classe, sur les murs. Et les élections sont arrivées. Les gens étaient étonnés de voir un nouveau arrivant dans le lycée qui se présente contre le secrétaire général sortant. Un bleu en plus. C'était votre cas déjà. C'est comme ça qu'on... Oui, c'est vrai. C'était son cas. Voilà. Donc, qui se présente contre le secrétaire général sortant. C'est limité à moi. Youssouf Sissoko dit Kabila, que je respecte beaucoup d'ailleurs. Donc j'ai décidé avec courage et détermination de servir l'AIM ainsi dès la 10e année. On est allé aux élections comme ça. Mais pour aller aux élections, à l'époque, c'était du courage parce que j'arrivais dans un lycée d'excellence. Parce que pour aller au lycée technique, il fallait avoir de très bonnes notes. Donc j'arrivais, je me disais en 11e et en terminale, je devais avoir des grands frères très pertinents intellectuellement, en niveau. Ils vont peut-être pas me prendre au sérieux. Mais avec mon courage et la détermination, la manière dont je présentais mon projet de candidature, les aînés ont dit, ce A-là, on ne le connaît pas, mais on va lui faire confiance. J'ai donc été élu à plus de 90%. Nous sommes passés classe par classe
pour faire le décompte des voix et non en assemblée générale comme ça se faisait souvent. J'ai gagné avec 95%. Oui, ce départ dans l'AM m'a donné la force, croire en l'humain, en sa qualité de personne déterminée, la notion de vision, de projet. J'ai commencé là, et l'AM, justement, à partir de là, a été une grande université pour moi. Elle m'a formé, elle a forgé en moi cette notion, ce courage, la fibre patriotique, se battre pour les uns et les autres. Oui, comme le disait Dr Soumaré. C'est ça. L'AM est une grande université à part entière. Merci M. Tamega, M. Fofana. Maintenant, nous sommes passés quand même à l'AM qui gère des campus, des dortoirs, à l'AM qui gère des grands parkings, à l'AM qui décide de qui s'installe ici pour faire quel commerce, pour tenir quelle boutique. Et c'est l'AM de beaucoup d'argent maintenant, avec des élections qui ne sont pas quand même faciles maintenant, des élections hyper coûteuses et à haut risque. Alors comment en est-on arrivé là? Merci beaucoup. Comme je vous ai dit, l'AM représentait à notre temps un enjeu capital. Dont ceux qui dirigeaient les pays d'alors cherchaient coûte que coûte à avoir l'AM avec eux, et ceux qui n'étaient pas au pouvoir cherchaient coûte que coûte à ce que l'AM reste toujours comme elle était à l'avant-garde de la défense des conditions d'études et de vie des étudiants. Et aujourd'hui, nous estimons que l'AM a reçu trop de soubresauts, trop de coups, à telle enseigne que nous avons une autre façon d'abord de tenir les assemblées générales au sein de l'AM. On a une autre façon maintenant d'élire les acteurs de l'AM qui était différent pour nous. En notre période, pour prétendre d'abord être face à tes camarades et chercher à les défendre, il fallait que tu sois sans complexe. Il fallait que tu maîtrises la langue de Molière. Nous, on disait à l'époque, cet adage-là, je ne sais pas si tu te rappelles, parce que c'était ton secrétaire général, toi. Je disais, quand on veut balayer dans une lutte d'hommes, il faut mettre en avant la conscientisation. Je citais le camarade père son âme Thomas Sankara qui disait que lorsqu'on veut balayer une chambre, là où le balai ne passe pas, la poussière ne s'en va jamais d'elle-même. Donc quand on veut mener un combat avec les hommes, chaque homme qui n'est pas convaincu de la cause de ce combat devient un danger, sinon une tare pour ce combat. Il fallait obligatoirement convaincre tout le monde pour aller. C'est pourquoi nous, on pouvait commencer une assemblée générale à 8h pour finir jusqu'à midi, parce que nous, on disait les problèmes des étudiants, on donnait la position du comité directeur de l'ensemble national sur un point, et on donnait la parole après à la base. La base réagissait. Et c'est en fonction de ces réactions que nous, on pouvait faire acheminer les points de vue de notre base à Bamako au comité directeur qui tranchait en fonction de la majorité et de la pertinence des points de revendication. Et même en 1994, avant que l'année blanche ne soit décrétée officiellement, on avait fermé les classes, mais vous aviez mis en place des cellules de crise dans les quartiers. On exigeait même l'ouverture de nos classes. Nous, on aimait étudier, on aimait chercher le savoir, parce qu'on était complexé d'abord face aux étudiants. Maintenant, M. Fofana, pourquoi la raison, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un étonnement. Nous sommes aujourd'hui à une phase où, d'où d'ailleurs même la nécessité et la justification de la tenue du forum que nous sommes en train d'organiser, de reprendre un peu les choses et rappeler la réalité. Parce que les dirigeants de l'AM actuels, les acteurs de l'AM actuels, les animateurs de l'AM actuels ne savent pas, ils n'ont jamais eu la vraie information, la vraie histoire de l'AM. On les a galvaudés, cette histoire-là. Et dès lors, ils ont pensé que très souvent, beaucoup de ceux-ci sont en manque d'information, sont en manque de sensibilisation, et puis sont aussi en manque d'école. D'école, c'est-à-dire des repères. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va dans tous les sens. C'est pourquoi nous nous sommes dit que ce sera inconscient de notre part de ne pas donner quand même notre point de vue par rapport à ce qui se passe. Mais nous allons le faire comment? À travers de bonnes propositions, de bonnes recommandations, pour que au moins ceux qui tiennent encore à l'école
Parce que qui veut détruire un pays, tu n'as pas besoin de prendre une arme. Il faut s'attaquer à son système éducatif. Merci, M. Fofana. M. Togo, alors l'AIM et l'argent. Vous avez été le premier à dire que vous agissiez, ce n'était pas l'argent votre mobile, hein. Docteur Soumaré l'avait dit, vous avez tous dit, hein, en fait, vous avez le goût du risque, prendre des risques pour les autres, vous voulez vraiment servir vos camarades, votre génération, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit finalement l'AIM de l'argent, de beaucoup de millions de francs CFA quand même? Vous savez, j'ai eu ma station d'être secrétaire à l'organisation, du bureau de coordination de 5 ans, secrétaire à l'organisation. J'ai organisé beaucoup de congrès, j'ai organisé les activités sur le terrain, la coordination de beaucoup de mouvements sur le terrain. À un moment donné de l'histoire, le ministère de l'Éducation, dans la gestion de l'ADEMA, est arrivé avec l'argent dans l'école. Ils ont tenté... Vers quelle année comme ça? Année 1993, déjà nous avons commencé à sentir l'argent. Des tendances se sont créées, d'autres sont contre le bureau de coordination. Un congrès est fomenté, organisé. Des gens sont invités des régions pour les faire loger en commune à 15 ans. On crée les conditions pour mettre, souvent même prendre les loupas, aller vers la violence. À partir de 1993-1994, ça commence à s'installer. Les responsables, souvent, le département, certains responsables les donnaient de l'argent. Quelqu'un qui ne connaît pas l'argent, si tu commences à lui donner 100 000, 200 000, 500 000, au départ, nos congrès, souvent, on avait l'appui du département, ça ne dépassait pas les 1 500 000. Aujourd'hui, un congrès de l'AIM, pour organiser, il faut aller dans les 10-20 millions que le département donne. Tout ça, donc, eux, ils ont créé les conditions aussi de les donner. Or, la gestion du CNU était très claire. L'espace scolaire, tout ce qui est internat, tout ce qui est cantine, tout ce qui est les domaines de la gestion revenaient à des structures bien créées, bien organisées, pour que l'AIM ne soit pas dans l'argent. Mais à un moment donné de l'histoire, la gestion des cantines, comme vous l'avez dit, la gestion de l'espace scolaire, souvent on a fait en sorte de les laisser gérer ça. Donc finalement, l'organisation même de l'AIM, il n'y avait même pas un congrès bien organisé. Souvent, il n'y a même pas d'élection, mais on impose souvent. Des anciens de l'AIM sont rentrés dans l'école pour des positionnements politiques. Ils sont devenus des hommes et des femmes qui travaillent pour des partis politiques, souvent pour remplir des salles ou aller à des contradictions dans un combat politique. Alors, dès ce jour, nous avons vu le salut de l'argent qui intervient à l'école et nous avons vu aussi l'implication souvent des responsables de l'AIM pour la gestion même ou des quotas pour les examens, des quotas pour d'autres choses, pour saluer la mémoire de ce combat que nous avons mené noblement en 1991. Alors, donc, aujourd'hui, si nous voulons sortir de ça, il est important que les gens se regardent en face pour mener un débat franc, clair. Parce que je dis souvent à nos enfants, à tout le monde, l'héritage qu'on peut laisser à nos enfants, c'est l'éducation. Même si tu construis beaucoup de villas pour ton enfant, si cet enfant n'a pas de conscience, il n'est pas patriote, la morale surtout, nous avons traversé la morale, parce que la morale aujourd'hui pour les Maliens, beaucoup d'autres ne croient à rien, parce qu'ils pensent qu'avec l'argent on peut tout régler. Nous pensons aujourd'hui que la formation de l'homme, revenir, c'est-à-dire prendre l'homme malien dans la morale, dans la conscientisation, pour qu'il comprenne que nous avons au moins, nous, la dignité et l'honneur dans ce combat et que l'argent n'a pas sa place. Si on n'arrive pas à réintroduire ça dans l'école, dans notre culture, le problème devient très compliqué. Je me souviens en 1991 pour les cartes de membres de l'AIM, on vous a envoyé à Ségou, partout, donc c'était à 100 francs. Et tout le monde payait les cartes. Et c'est avec ces cartes même qu'on organisait nos activités, le congrès de l'AIM. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Les militants des partis politiques comme l'ADEMA, le CNID, et ils avaient leurs cartes aussi à vendre de militants. Finalement, ils ont laissé ces cartes-là, c'est eux-mêmes qui ont commencé, même la chaîne politique, à venir avec l'argent, au lieu que le militant contribue
pour l'association ou des partis politiques, il faut maintenant acheter les militants pour que les militants acceptent de voter. L'argent est devenu du début à la fin. Donc on a introduit l'argent dans la vie, aujourd'hui qu'à l'école, dans la société, partout dans notre comportement, pour ne pas dire que ça. D'accord. Merci, Monsieur Togo. Docteur Soumaré, nous abordons maintenant l'atterrissage. Hein. Donc, nous sommes à peu près 12 minutes de la fin de l'émission, de l'heure qui nous est impartie. Donc, docteur, en guise de derniers mots, nous constatons quand même qu'il y a de moins en moins de grèves des élèves et des étudiants. Mais par contre, nous constatons une chute libre quand même dans les niveaux. Alors, quel AIM devons-nous avoir? Que peut-on attendre de l'AIM pour avoir une meilleure école, selon vous? Et une question plateau pour tout le monde. Je vous remercie. Je pense que ce rôle ne revient même pas à l'AIM seulement. C'est vrai que l'AIM peut organiser un symposium et un colloque sur les systèmes éducatifs. Regardez bien. Moi, après l'AIM, créer le mouvement de réflexion et d'action pour le développement. Et paix à son âme, Sédou Badja en était une des personnes ressources. Depuis 1994, nous avons proposé que l'éducation soit obligatoire de la première année à la 9e année. Un peuple qui ne s'instruit pas ne peut pas avancer. Donc, il faut que cela se fasse, que l'État prenne ses responsabilités. C'est l'État qui détermine la politique nationale de l'éducation. On a vu la NEF, la nouvelle école fondamentale, la NEM, la nouvelle école malienne, maintenant la pédagogie convergente, où on met les enfants, ceux qui sont à Kaip étudient en Kassongué, ceux qui sont à Gauk étudient en Soreil, ceux qui sont à Moko, et à partir d'un certain à partir niveau, de la 6e année, on va leur dire, bon, prenez, on va étudier en français. Vous croyez, on se moque de qui? On veut tuer le système éducatif. Donc, il revient aux autorités de prendre des décisions par rapport au système éducatif et de permettre à l'école de jouer son rôle de formation. Évidemment, l'AIM ne peut qu'accompagner, mais la politique nationale de l'éducation est de la responsabilité de l'État. Maintenant, ça ne doit pas être un programme politique d'un parti politique. Ça doit être réfléchi par tout le monde, parce que c'est une question transversale. Donc tout le monde doit y mettre du sien pour déterminer en 20 ans quels sont les objectifs que nous voulons nous fixer. Si cela se passe, évidemment, on va avoir des résultats. Et moi, j'ai fait déjà un écrit pour verser dans les travaux du forum les 10 commandements pour redresser le système éducatif au Mali. D'accord. Merci, docteur Soumaré. Monsieur Tamega. Je pense que la question de l'école est du ressort de tout le monde, de tous les acteurs, pas seulement de l'AIM. Je suis d'accord avec mon aîné qu'un pays ne pourrait jamais aller de l'avant en mettant son école comme dernier souci. J'ai l'habitude d'entendre de mes parents, de mon père, qu'à leur temps, ils avaient la chance, quand ils allaient à l'école, d'avoir des campus, d'être logés, même nourris, la tenue scolaire, on leur donnait tout. C'est pour ça qu'ils avaient réussi peut-être aussi à cultiver l'excellence. Aujourd'hui, quand on voit la pléthore d'enfants, quand on voit le programme d'éducation qui n'est pas créé à la base de nos attentes, de nos aspirations, parce que quand on regarde les pays développés, ils se disent, on a besoin de développer quel secteur pour aider les pays à sortir de l'ornière. Et on forme les enfants, ou on crée des écoles en fonction des besoins du pays. Par exemple, le Mali doit réfléchir, aujourd'hui on a besoin de quoi? Quels sont nos obstacles, nos difficultés pour aller de l'avant et construire notre école ainsi. Et pour ce faire, bien entendu, il y a les autorités, il y a l'ensemble des acteurs de l'école, l'association des élèves étudiants du Mali, les syndicats, les enseignants. Moi, je voulais juste revenir, si vous le permettez, ça serait rapide, mon dernier mot, c'est ça. C'est
Par rapport à l'AIM d'hier et d'aujourd'hui, j'ai un conseil à donner à nos cadets d'aujourd'hui. Nous, on était très inspirés par le mémorandum de l'AIM. On s'inspirait par le mémorandum. C'était un document, c'était la mémoire de l'AIM pour nous. Tout bureau de coordination ou tout comité directeur s'en inspirait. Et on avait ce qu'on appelait les comités directeurs. Pour prendre une décision, comme l'a dit le camarade Togo, on se retrouvait en comité directeur, 3 représentants de chaque lycée, 3 représentants des écoles supérieures. On se retrouvait sur la colline. C'était comme l'Assemblée nationale. On discutait, on prenait des décisions de façon collégiale. Et il a dit aussi, le bureau de coordination n'était pas nommé, il était élu par les représentants des écoles à Bamako, mais aussi de ceux de l'intérieur. On se retrouvait tous à Bamako pour élire un bureau de coordination et lui donner, voilà, on donne le mémorandum et les cahiers de doléances qui sortaient du congrès étaient mûris, réfléchis par l'ensemble des congressistes et ça nous permettait de revendiquer en conscience de cause de nos points qu'on a mis dans les cahiers de doléances. D'accord. Merci M. Tanega. M. Fofana, en 2 minutes. Oui. Aujourd'hui, moi je voudrais m'adresser personnellement à mes parents. Et l'école doit être la prolongation de la formation d'un individu utile pour lui-même, utile pour sa société. Je voudrais que mes parents se ressaisissent rapidement, qu'ils sachent que ce qu'on a dit, ce qu'on a l'habitude de dire, on ne peut pas payer un enfant et on ne peut pas acheter l'avenir d'un enfant. Donnez-vous le temps, chers parents, pour s'intéresser à vos enfants, à leur évolution dans leur cursus scolaire. De 2, je voudrais demander à mes autorités, lancer un appel aux autorités, de faire en sorte que n'importe qui n'enseigne pas, de former les enseignants, les meilleurs enseignants, pour donner les meilleurs élèves. Ça, c'est mon second problème. Le 3e problème, c'est quoi? C'est que l'école malienne, on doit mettre l'école au-dessus des préoccupations immédiates. Une école, c'est pour 20 ans que tu auras le produit, c'est pour 17 ans que tu auras le produit qui sera consommable. Donc que tout le monde, sur le plan national, fasse un sursaut pour reprendre l'école malienne. Sinon, je suis convaincu d'une chose, je ne suis pas un pessimiste, demain sera difficile pour nous. Si on n'arrive pas à préparer demain à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et pas mal d'autres pays tels que le Rwanda et autres? C'est leur système éducatif. C'est leur système éducatif. Ils ne forment pas parce qu'il faut former, mais ils forment, comme l'a dit l'autre, en fonction du besoin du pays. De 2, ils forment pour prendre la relève. Ils ne forment pas pour aller se coucher dans les villas construites par papa, maman, et puis être inutile pour toi mais pour la société. Donc, en dernier mot, je voudrais vous dire, votre plateau m'offre l'occasion d'expliquer un peu l'objectif global même de notre forum, sinon juste en un mot. Voici pourquoi nous avons pensé, nous les anciens de l'AIM, encore une fois de plus, et revenir sur les pas pour aller vers un forum. Un forum qui est sous forme de think tank, d'échange, d'éclairage, afin de renouveler un serment pour l'école malienne. Pour ce faire, nous allons faire des propositions concernant la charte. Une charte pour l'école, une charte pour nous-mêmes, et aussi faire en sorte que, comment faire des propositions auprès de ceux qui dirigent le pays, ceux qui dirigent le pays et les projets, les ONG et autres là, pour dire voici notre pensée de l'école malienne aujourd'hui, et voici ce que nous avons comme proposition pour changer et renverser la tendance. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une affaire du président, ce n'est pas une affaire du ministre, ce n'est pas une affaire d'un gouvernement. C'est une affaire de l'homme malien et la société malienne. Une affaire de tous. De tous. Merci. Merci, Monsieur Togo. En 2 minutes. Merci beaucoup. Pour moi, d'abord, il y a la volonté politique qu'il faut. Parce que vous savez, souvent, on a l'art de critiquer pour dire que effectivement, les gens n'ont pas de niveau. Moi, je ne tombe pas dans ça parce que je sais que l'école a des problèmes partout dans le monde, même en France aujourd'hui. Alors donc, ce qui s'est passé dans l'histoire de notre pays, la réforme de 1962, c'est des hommes et des femmes qui se sont mis à table pour réfléchir sur l'avenir. 4 ans, ils ont pu avoir des enseignants de qualité. 4 ans, des cadres de très haut niveau. 4 ans, c'est ces cadres aujourd'hui qui continuent à gérer. 4 ans de gestion de Modibo.
ils ont eu des véritables cadres qui ont propulsé ce pays sur le plan économique, et politique et social. D'abord, il faut que le gouvernement puisse avoir une volonté politique pour faire sortir de l'école de cette gestion chaotique de la Banque mondiale et du FMI. Notre programme doit être géré par les Maliens sur notre budget pour une vision claire et nette. Et aussi, il faut que ça soit très clair quel type d'homme demain, quelle est la morale qu'on veut enseigner, quel genre d'homme nous voulons avoir, demain c'est à travers l'école qu'on peut donner. Et en même temps, il faut que ça soit très clair, l'État ne peut pas continuer à se désengager de l'école et donner à l'école privée. Ça veut dire ceux qui n'ont pas les moyens aujourd'hui n'ont pas la chance d'envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles. Si les écoles privées à Bamako, à l'école primaire, coûtent 1 million par mois, donc c'est fait uniquement pour des enfants, des papas qui ont des moyens. À quelles conditions ils ont eu ces moyens? Sur quels moyens, je ne sais pas comment ils ont eu ces moyens-là donc, pour essayer d'envoyer leurs enfants à l'école. Or, l'école publique au Mali, en 1962, c'est au moins a produit beaucoup de cadres de valeur. La responsabilité aussi de nos parents. Il faut qu'on regarde souvent, il faut avoir le courage de regarder et surveiller les enfants. Tu ne peux pas mettre l'enfant au monde pour dire que non, ce n'est plus mon problème. Il faut seulement régler, donc l'inscrire à l'école, ne pas regarder son cahier, ne pas regarder ce qu'il fait à l'école. Il faut surveiller. La responsabilité de nos enseignants, il faut avoir des enseignants de qualité. Il faut avoir des enseignants qui ont l'amour de l'école. Ils ne vont pas aller tout simplement parce qu'ils n'ont pas de travail. Il faut avoir donc des enseignants qui ont une vision, c'est-à-dire qui sont des psychologues, des gens qui veulent donner le savoir et qui ne veulent pas monnaie le savoir et qui pensent qu'ils sont des éducateurs, des pères de famille. Ils sont là pour éduquer les enfants, pour ne pas se servir des enfants. Et en terminant, pas les élèves étudiants. C'est vous l'avenir, c'est vous le futur. Personne ne viendra faire le Mali. Si vous voulez travailler, si vous voulez laisser, les autres viendront vous gérer. Merci, Monsieur Togo. Mesdames, Messieurs, vous suiviez l'émission Théma d'Africable Télévision, ce soir sur le thème l'AIM d'hier et d'aujourd'hui. Et nous avions comme invité Monsieur Ibrahima Tamega, président du mouvement citoyen face au déo, manager en communication interculturelle et en communication immédiate, ancien de l'AIM, Monsieur Modibo Kane Fofana, chef du bureau et budget à Mali Météo, ancien de l'AIM de 1941 à 2001. Monsieur Nou Togo était notre troisième invité, ancien chargé de communication du ministère de la Défense, conseiller en communication du chef de file de l'opposition, ancien de l'AIM de 1990 à 1995. Et notre quatrième invité était Dr Modibo Soumaré, promoteur de la clinique Défi Santé, homme politique, chef de parti politique, ancien de l'AIM de 1990 à 1994. Mesdames, Messieurs, pour ma part, je retiens tout simplement que la plupart des dirigeants de maintenant ont tous fait l'école publique. Pensons-y. Nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de Théma. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end. Au revoir. Merci.